Bah, déjà, ça part de la stratégie, souvent de maillage interne, donc d'abord savoir est-ce que le site se positionne sur les bonnes requêtes, avec les bonnes pages. Si c'est pas le cas, justement, il va falloir faire des ajustements de maillage interne et d'encre, parce que des fois, il peut y avoir des cas de cannibalisation, donc une autre page qui n'est pas censée se positionner, bien se positionner à la place. Par exemple, ça arrive souvent que ce soit des pages de blog qui viennent cannibaliser des pages catégories ou produits. De mon côté, je commence toujours par l'analyse sémantique, où je vais regarder si le site existe déjà, où il en est au niveau de son positionnement, quels sont ses concurrents, quel type de page se positionne le mieux. Je vais aussi croiser les données avec Google Analytics et Search Console, quel type de page rapporte le plus de chiffre d'affaires, de trafic, tout ça. Et en fonction des objectifs du client, je vais lui définir toute une stratégie en disant si c'est ce mot-clé qui t'intéresse, ou ce type de mot-clé, il va y avoir des actions, on va dire, un peu macro par type de page, où il va falloir faire un changement de balise title, des choses comme ça, de manière interne, et des actions un petit peu plus micro selon les cas. On a toujours des peurs en se disant aussi, si je me lance en freelance, ça dépend aussi de ton projet de vie. Hein. Si tu veux demain acheter une maison, on va pas se le cacher, ça va être compliqué quand c'est en freelance. Fais-le avant. Mais non, mais si tu veux réussir, en fait, c'est du travail. Hein. C'est pas juste, je vous disais, je me lève à l'heure que je veux. Mais... Là, je pense que la ligne entre le consultant junior et senior, elle est très fine et elle tient pour moi en un mot, c'est la proactivité. Ouais. La capacité à faire plus que la simple action que demande, la capacité à aller plus loin que ce que demande, la capacité à faire des recommandations pertinentes. Tu sais, comme Luca l'a dit, à suivre les résultats, à donner les nouvelles, à rester en c'est un bon consultant SEO, c'est presque une personne à part entière d'entreprise, c'est presque si c'était un prestataire, un partenaire, quoi. Tu vois, quand on en parlait d'entreprise, c'est ça qui va faire la différence, c'est versus un consultant qu'il faut relancer. Les amis, bienvenue, c'est le dernier épisode de Position 0 saison 2. On est avec Léa Picosson, consultante SEO. Je vais la présenter dans quelques minutes, mais avant ça, on veut remercier notre sponsor, Super Indep. Est-ce que tu veux en parler un peu, Tom, de Super Indep? Bah ouais, moi je les connais bien, Super Indep, parce que j'utilise cet outil presque depuis qu'il est sorti. C'est un outil qui est assez récent, mine de rien. Gros big up d'ailleurs aux fondateurs qui ont fait un travail de fou sur cet outil qui, moi, me fait gagner un temps fou pour la simple et bonne raison que je n'ai plus à foutre la tronche sur le site de l'URSSAF ou dans les déclarations de TVA. C'est-à-dire que ça va tout simplement s'occuper à ma place de mes déclarations URSSAF et également de mes déclarations de TVA. Seul truc que j'ai à faire, envoyer mes factures et les suivre. Payer, pas payer. Le reste, on s'en occupe. Et je crois que c'est un des points qui, toi aussi en tant que consultant, te prend beaucoup de temps dans la vie d'un entrepreneur. Moi, je sais que c'est surtout quand on commence à la TVA, ça peut vite devenir un enfer. Ouais. Puis parfois, on peut oublier certains trucs. On se fait vite rattraper. Par exemple, là-dessus, ils sont cool. Il y a des messages automatiques. Enfin, franchement, j'en ai testé en plus des outils, mais là, si je devais en citer un qui me fait gagner du temps, et outre le côté que cette vidéo est sponsor, c'est vraiment super adepte. Donc merci Clément pour le travail, c'est top ce que vous faites. Et puis merci à Harmony qui a du coup nous a accompagnés dans le cadre de ce sponsoring. Donc voilà, Super Indep, un outil pour les micro-entrepreneurs. De toute façon, on va en reparler après, parce qu'on veut parler des fonctionnalités. Et on vous met le lien, bien évidemment, dans la description. Exactement. Et du coup, Léa, on en vient à toi. Bienvenue déjà. Merci. Tu es né le 11 mars 1993, c'est la même date que Paul Pogba. Donc voilà. En plus, c'est une journée d'écart avec moi aussi. En plus, ouais. Et en plus, on avait Mathias Pogba aussi qui était né le même jour que un des frères Perronnet. Guillaume Perronnet, pour être exact. Excellent. Donc Léa, tu es marseillaise, consultante SEO en freelance depuis quelques années, je crois. 2020. 2020. Je me suis lancée juste après le Covid, enfin le premier confinement, on va dire. J'étais déjà chez Digimood à ce moment-là. Et j'ai fait un petit peu les deux pendant, on va dire, 2 ans. Donc Digimood, qui est une agence SEO, hein, c'est ça? Oui. Et tu as commencé chez eux avant 2014, je crois, c'est ça? 2019. 2019, ah ok. Ouais. Du coup, tu es SEO déjà depuis, il me semble, avant 2019. Eh oui. Je fais partie un petit peu des vieux SEO maintenant, parce que ça va faire 10 ans que j'en fais. Ok. Donc j'ai commencé dans une agence à Marseille, Jalis, où je faisais de la rédaction, référenceuse. Après, c'était un petit peu trop l'usine, entre guillemets. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler chez un annonceur dans l'assurance, un comparateur d'assurance. Le problème, c'est que j'étais seule SEO et quand même junior, donc compliqué. Surtout que les ambitions, c'était d'aller concurrencer le Lynx et les Furets.
Donc, C'est ambitieux. chaud. En tout cas. Ambitieux. C'est cool. Ensuite, je suis allée chez Première Position. Et puis après, je suis allée chez Digimood. Et voilà. Position C'est la 0 suite. aujourd'hui. Et position zéro, voilà, Tu passes de la position première zéro, position ouais. à la position 0, Ouais, c'est bravo. clair. Bah, très cool. Et en plus, on a appris en off, juste avant, que tu pratiquais l'escrime aussi. C'est Oui, ça? Donc, c'est ça. sport, bah, très bien. C'est tout récent. Très cool. Et fun fact d'ailleurs aussi, parce qu'on en parlait, c'est que tu vas bientôt faire un séjour linguistique dans le but aussi potentiellement de prendre des clients en anglais ou de pouvoir proposer à des sites multilingues, par exemple, Ouais, tout à de fait. travailler un peu leur SEO. Et peut-être le SEO Brighton, du coup. Oui, je serai au Brighton SEO cette année. Et ouais, du séjour linguistique, j'avais jamais eu trop l'occasion avant d'apprendre l'anglais dans mes études. Et là, être en freelance, c'est aussi le moment de pouvoir faire des séjours linguistiques de 6 mois, ce qu'on ne peut pas faire quand on est salarié. Ouais. Donc voilà, j'ai attendu de me lancer et d'avoir un rythme bien. Et maintenant, c'est le moment de le faire. Très Ce cool. que tu dis, hein, c'est bien, effectivement, c'est l'un des avantages aussi à être Oui. à son compte, hein, c'est de pouvoir faire ce qu'on a toujours voulu envie de faire sans avoir la contrainte du temps. Et Tout à fait. c'est vrai que c'est top, hein, si on peut le faire. Enfin, c'est maintenant qu'il faut y aller. Quoi. Vivre à La Réunion, par exemple. Faire des triathlons. C'est clair. Exactement. Merci pour Et cette ouais. présentation. Et on va pouvoir enchaîner avec le format suivant. Commencer à connaître la marmite du SEO. Jingle. Marmite du SEO, le concept est simple et tient en une question. Léa, comment es-tu tombée dans la marmite du SEO et aussi pourquoi aujourd'hui tu as décidé de continuer et de poursuivre dans cette voie? Oui, alors après mon bac, j'ai fait un BTS assistant manager en alternance. J'avais fait un bac dans le marketing, donc je cherchais quelque chose un petit peu en rapport avec ça. Bon, ça m'a pas du tout plu. C'était quoi comme Un BTS assistant manager. Assistant manager, ok. Mais en gros, si tu veux, c'était secrétaire. D'accord. Après, j'étais Pour le dire dans les voilà. Ouais. J'étais en alternance chez EDF, donc c'était une bonne entreprise et tout ça. Sauf que je me suis rendu compte que ça me plairait pas, mais il me fallait quand même ce bac +2 pour faire autre chose ensuite. Donc j'ai terminé mon diplôme et ensuite j'ai fait une licence en web marketing. Et là, je continuais toujours avec de l'alternance. Et c'est là que j'ai commencé à travailler chez Jalis. La première agence SEO hein, où tu as Tout à travaillé, fait. ce que tu disais. C'était pas simple de trouver cette alternance. Je l'ai trouvée même tardivement. Enfin, tout le monde avait trouvé en septembre. Moi, j'ai trouvé en octobre. Et surtout, c'était une licence en web marketing, mais à ce moment-là, moi, je savais pas du tout ce que c'était le SEO. Et quand je suis allée à l'entretien, j'avais lu 2-3 trucs sur Wikipédia, pour être honnête avec vous. Mais bon, ils savaient que j'étais junior. Mais ils m'ont fait un petit test de rédaction et après, c'était OK pour eux. Donc ça a commencé comme ça. Et ce qui m'a toujours plu, c'est que ça allie le côté marketing et informatique, technique. C'est toujours ces deux côtés ensemble qui m'ont plu et que ça évolue tout le temps. Donc c'est pour ça que je me suis jamais lassée finalement du métier. Ouais, très cool. Et du coup, chez Jalis, cette première agence, c'était quoi un peu tes premières tâches SEO pour qu'on voit un peu le parcours? C'était beaucoup de rédaction de contenu. Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'IA. Après, c'était pas des contenus voilà, c'était des contenus SEO. La particularité de cette agence, c'est que en fait, tu as un site par jour, tu as un cahier des charges et tu vas pouvoir bosser peut-être le lundi sur un site de plomberie, le mardi sur un paysagiste, des trucs rien à voir. En fait, tu fais un site, tu fais du contenu et après tu passes à autre chose. Tu n'as pas de suivi. Okay. Donc ça, je trouvais ça dommage parce que du coup, on ne regardait pas vraiment l'évolution. Bien sûr, on ne faisait pas de netlinking. Voilà, c'était pas du vrai SEO, mais malgré tout, il y avait quand même des clients qui étaient contents, donc voilà. Principal. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu usine à rédaction de contenu, tu vois. Ouais. Typiquement, on recrute des alternants, entre guillemets, et on les fait rédiger sur plein de sujets. C'est ça. Mais après, voilà, faut remettre aussi dans le contexte, je pense, en 2014, t'avais encore peut-être un peu moins besoin de l'expertise que tu peux apporter. C'était plus simple de se positionner, peut-être. Ça. Oui, après, c'était sur de la très longue traîne. Et moi, ça m'embêtait parce que je voyais tous les blogs Ninja Leaker, tous ces trucs-là qui avaient l'air super bien. Ils faisaient des pyramides de liens. Et je me disais, mais pourquoi on fait pas ça, nous? Et ça m'a toujours poussé à d'apprendre et tester des choses. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je suis partie parce qu'en fait, c'était limité, quoi. Ouais. Très clair. Très cool, on passe au suivant. C'est très clair. On va pouvoir passer au pain sur la planche. Jingle.
Ok, du coup, Léa, le concept du pain sur la planche, c'est assez simple. On veut un peu mieux comprendre tes journées, ce que tu fais. Du coup, raconte-nous un peu ce que c'est une journée type pour toi. Ton quotidien Voilà. d'entrepreneur. Alors, les journées ne se ressemblent pas forcément, mais en général, ce que je fais, bon, je me lève tranquille, déjà je me lève à l'heure que je veux. Bien. Donc en général, 8h30, voilà, je me lève, je déjeune tranquille. Je vais me préparer, ensuite j'ouvre mon ordi et je commence à regarder les positions que je check un peu quotidiennement pour mes clients. Ensuite, je regarde un peu mes mails et en général, je me suis déjà planifié dans mon agenda des tâches, soit du suivi, du reporting ou alors des audits, et je me mets sur ces tâches-là. Je fais une pause un peu quand je veux dans la journée. Après, ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais me prévoir un truc l'après-midi, donc j'organise ma semaine autrement, mais en général, voilà, traitement de mail, tout ça. Tu as combien de clients aujourd'hui en freelance? J'en ai 7 ou 8, Ok, un truc comme ça. ok. Et du coup, tu fais principalement de l'accompagnement, du coaching, de l'audit, comment ça se passe un peu? Alors, ça dépend vraiment des cas, mais là, j'essaye d'aller beaucoup plus sur de l'accompagnement. Quand je me suis lancée, j'étais sur des prestations très ponctuelles, tu vois, faire des audits, et j'avais pas forcément envie d'engager les gens sur de l'accompagnement. Je sais pas, ça me faisait peur. Ok. Alors qu'en fait, c'est comme ça que ça marche, le SEO, on peut pas faire juste 3 mois et après arrêter. Ouais. Donc c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus, et surtout là, par rapport à mon séjour linguistique, il faut pas que je sois en train de faire plein d'audits quand je suis là-bas, faut plutôt Ouais, que je parte forcément. sur de l'accompagnement. J'ai tout type de clients, ça peut être dans diverses thématiques comme la finance, la beauté. J'en ai eu un, par exemple, il y a pas longtemps dans la chirurgie esthétique. Ok. Enfin, voilà. Et du coup, tu vois, sur l'accompagnement, moi, je suis un peu curieux. Ouais. Maintenant, si tu juges qu'un client a besoin de rédaction web d'un certain nombre d'articles, comment tu vas t'y prendre, du coup, dans ce cas-là? Pour savoir combien de Euh, pages il doit travailler, tout ça. Alors ça, ce serait intéressant aussi. Ouais. Mais du coup, moi, j'avais une autre question avant. C'est, tu vois, du coup, est-ce que tu as en plus des rédacteurs qui vont Ah travailler oui. pour toi de manière ponctuelle? Est-ce que, tu vois, comment tu t'y prends un peu à ce Oui. niveau-là? Alors, j'ai 2 cas de figure. Soit c'est le client qui rédige ses propres textes, et en réalité, c'est vrai que je préfère cette option parce que c'est lui qui est expert sur son sujet. Bon, après, le client est expert, mais des fois, il sait pas forcément faire de la rédaction SEO, et c'est normal. À moi de le guider avec des briefs en lui disant tout ce qu'il doit faire. Et sinon, si vraiment la personne soit n'a pas le temps ou n'a pas envie, je sous-traite à des rédacteurs, parce que moi, je sais pas rédiger. Enfin, je le faisais avant, mais c'est pas de la grande littérature. Donc je le fais pour la rédaction, et je le fais aussi forcément dès que c'est des tâches de dev. Je peux intervenir sur un back-office, mais s'il faut toucher au code, des templates, des choses comme ça, je le fais pas. Et pareil sur le netlinking, si tu as un besoin sur un client, comment tu vas t'y prendre en général? Alors, netlinking, c'est pas mon domaine vraiment d'expertise, mais si c'est une campagne, une petite campagne de liens, ça, je suis capable de le faire. Par contre, si c'est création d'un PBN, là, je vais faire appel Ouais, là, faut déléguer. à un partenaire comme Clément à Marseille. Ouais, cool. Clément qui est du coup. Clément Pesso, qui est surtout connu pour son expertise Discover, mais c'était le responsable netlinking à Digimood. Donc, voilà, PBN, il connaît. Ouais, c'est clair. PBN, pour rappeler aux auditeurs, c'est un réseau de sites qui permet, ça s'adapte surtout aux gros sites, un peu besoin d'avoir un PBN quand on démarre. Mais effectivement, c'était le cas dans la saison 1 de Thomas Cassier, de chez Meilleurtaux, qui eux, pour le coup, ont un énorme réseau de sites sur des thématiques liées à l'immobilier, à l'investissement, à la finance, parfois même sur des exact matchs, donc sur un nom de domaine qui est lié au sujet qu'on vise, pour justement bénéficier grâce aux liens externes du jus et du transfert de PageRank de ces réseaux de sites qui nous appartient vers nos sites. Et ce que disait aussi Patrick, je crois que c'est aussi un bon moyen de dissimuler des fois pour faire croire, tu vois, à ses concurrents qu'on n'a pas d'autres spots, et c'est vraiment un bon point, mais pas forcément utile quand on fait un petit site. Si tu as un site de 20 pages, 30 pages, tu as d'autres priorités, on va dire, que de créer un PBN. Souvent, il y a déjà plein de problématiques on-site que tu dois régler avant de faire du netlinking. Enfin, ça dépend du projet, si c'est un projet en lancement ou pas. Ouais. Très clair. Et ça, c'était un point, je trouve, assez intéressant, c'est que parfois, même si tu travailles seul en tant que consultante SEO, tu peux aussi assez rapidement offrir ce que j'appelle un peu des services productisés, c'est-à-dire que tu vas proposer un service comme de la rédaction web, mais c'est pas toi qui vas rédiger l'ensemble des contenus, tu vas peut-être avoir une équipe, tu vois, qui... Et maintenant, je vois même certains consultants qui, derrière, font travailler 5-7 personnes, en fait, sur différents sujets, ils vont répartir leur travail. Et eux, ce qu'ils aiment, c'est être chef de projet, ils aiment le répartir comme ça. Là, c'est pas forcément le cas, c'est un peu chacun ce qu'il préfère, mais voilà, c'est pour dire un peu quand même que
même en tant que consultant, t'es pas non plus limité à tout faire toi-même. Ouais. Tu peux Non, quand non. même. Voilà, Et un c'est peu- aussi pour ça qu'on a vu l'essor des collectifs de freelance de plus en plus pour venir aussi Oui. contrer un peu les agences, certaines agences. Collectif de freelance, bah, c'est simple, c'est ce qui permet aux entreprises qui n'ont pas forcément envie de payer des frais d'account manager ou autre de bosser avec un groupe d'experts de freelance, donc un SEO, un SEA, un dev, qui du coup peuvent s'affranchir de toutes les contraintes d'une entreprise légale, Ouais. tout en formant une équipe et d'apporter vraiment une valeur concrète aux entreprises. Et on le voit beaucoup aujourd'hui que les collectifs de freelance prennent de plus en plus de poids Ouais. pour les gros clients face aux agences. Donc, Mhm. je citerai Collective Work d'ailleurs, que je connais bien. Ah ouais, je connais même pas, tu vois. C'est une Ah ouais, plateforme ouais. pour créer des collectifs de freelance, pour aussi en Mhm. trouver autour de nous. J'avais bossé un petit peu pour eux, j'avais écrit des articles sur les collectifs de freelance, c'est un sujet que j'aime bien. Ouais. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir, si on va aller chercher des grosses missions, de s'associer voilà, avec d'autres freelances pour Oui. aller choper des deals un peu plus gros. Clairement. Et, Oui. et Je voilà. trouve que les clients sont tout à fait capables de le comprendre, que chacun a son expertise finalement. Mm. Donc même prendre une personne en SEO, une autre en SIA et même une autre en tracking analytics, ça les choque pas du tout Ouais, bien sûr. finalement parce qu'ils comprennent, c'est légitime. Puis tu peux, et c'est bien de dire aussi au client, tu l'as dit, parfois faut faire tomber le voile de l'expert. Tu vas dire à ton client que tu ne sais pas faire X, bah déjà ça fait gagner du temps et de l'argent à tout le monde. C'est ça. Et souvent ça fait tomber le voile de l'expert de la personne qui est en face de toi aussi. Si tu fais croire que tu sais tout, lui aussi va rentrer dans ce rôle-là et au final tu vois, on perd le côté humain et qui fait vraiment avancer les choses. 100%. À mon sens. Par contre, moi je préfère présenter la personne, pas comme ce que tu disais, du coup de faire croire que c'est moi qui le fais, mais je préfère présenter qu'il voit qu'il y a plusieurs interlocuteurs plutôt que... Voilà, comme ça, il s'adresse directement à la bonne personne. Transparent. Ouais, c'est très transparent. Transparence, ouais. Et commercialement, du coup, comment tu t'y prends pour trouver tes clients aujourd'hui? Alors, commercialement, moi, je suis pas vendeuse née. Phoning. Voilà. Mais, alors, j'ai de la chance jusqu'alors, je marche beaucoup au réseau, finalement. Donc, c'est des recommandations, des choses comme ça. Après, je participe à pas mal d'événements, que ce soit en local sur Marseille ou des événements SEO en France. Tu peux citer des événements locaux à Marseille, des SEO, pour peut-être les Marseillais qui nous écoutent? Alors, pas forcément des événements SEO, mais si on peut commencer par les événements SEO, moi j'organise des apéros SEO à Marseille. Ok. Alors, tu veux faire une petite promo peut-être? Oui, bof. Alors c'est pas très régulier, mais je fais 2 formats d'apéro SEO. Soit on va juste boire un verre, on discute et c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que en fait, il y a souvent un noyau qui est toujours là. Il y a aussi d'autres personnes qui se greffent, donc ça fait connaître des nouvelles têtes et ça c'est cool. Et la dernière fois, en novembre, j'avais fait un autre format où donc il y avait 3 conférences. 3 mini-conférences. Hein. On était dans un espace de coworking et c'était entre apéro, conférences. Ok. Voilà. Et peut-être un jour un événement SEO à Marseille, on verra. Alors, on nous en a parlé parce qu'il y a d'autres invités qui sont venus ici, qui sont aussi responsables, présidents d'associations SEO, Exactement. la FEPSEM. Donc, on a entendu qu'il y avait des rumeurs, mais voilà, on le saura bien assez vite, je pense. Voilà, après j'essaie de pas rester trop que dans le SEO non plus. Il y a d'autres événements comme des cafés freelance. Ça c'est hyper intéressant aussi pour rencontrer des personnes qui font, je sais pas, du community management, du coaching. Et soit ça peut être des personnes qui te donnent des conseils pour ton activité, soit ça peut être des personnes avec qui demain tu fais du business. Pourquoi pas. Et peut-être potentiellement leurs clients peuvent avoir besoin de toi, donc ça crée un peu un cercle vertueux aussi. C'est ça. Qui aide vachement. Eh bien, on peut passer à nous regarde, elle nous parle, elle a envie de tourner. La roulette du SEO. Exactement, c'est parti. Jingle. Ding ding ding, c'est l'heure de la roulette du SEO. Nous sommes avec Léa et nous allons tirer, tu vas tirer au sort 3 papiers de cette roulette qui tournent dès à présent. Les papiers ont soigneusement été mélangés par nos soins. Tu peux y aller, un par un bien évidemment. Donc premier papier, maillage interne ou backlink. Alors moi je suis plutôt SEO on-site, donc je vais avoir tendance à dire maillage interne. Après on est bien d'accord que sur certaines thématiques, sans backlinks on peut rien faire. Hein. Mais les deux je dirais, mais avant d'aller acheter, de dépenser des milliers dans du backlinks, il faut bien regarder son maillage interne, bien regarder même si sur ce qui a été fait, s'il y a de l'existant, est-ce que c'est les bonnes encres, est-ce que c'est les bonnes pages.
Et même avant ça, je dirais, est-ce qu'on a la bonne stratégie? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire justement un peu, tu vois, si on a un auditeur qui se dit, mais est-ce que moi, je dois aller chercher des backlinks ou est-ce que faut encore que je fasse quelque chose en maillage interne? Un petit peu comment tu mets en place cette analyse en général sur tes clients? Alors, déjà, ça part de la stratégie, souvent le maillage interne, donc savoir est-ce que le site se positionne sur les bonnes requêtes, avec les bonnes pages. Si c'est pas le cas, justement, il va falloir faire des ajustements de maillage interne et d'encre, parce que des fois, il peut y avoir des cas de cannibalisation où donc une autre page qui n'est pas censée se positionner vient se positionner à la place. Par exemple, ça arrive souvent que ce soit des pages de blog qui viennent cannibaliser des pages catégories ou produits. Ça arrive souvent, ça. Oui. Et avant d'aller dépenser du backlinks pour rééquilibrer, en fait, souvent en on-site, on peut déjà faire pas mal de choses en maillage interne et en sémantique aussi. Ouais. Puis tu l'as dit, hein, le maillage interne, c'est global aussi. Autant le netlinking, il faut être précis sur les choix, il faut prioriser ses chantiers. Tu vois, tu vas pas pousser des articles de blog qui sont pas forcément pertinents. Alors bien évidemment, ça va être pertinent sur certains contenus, mais on va prioriser quelles sont les pages qui ont un impact sur mon business, quelles sont celles qui sont très concurrentielles, celles par lesquelles j'ai déjà bossé à mon maillage interne et j'ai pas encore réussi à positionner, celles sur lesquelles les premiers résultats a aussi beaucoup de backlinks. Là, forcément, il y a des secteurs qui sont sanguins, comme l'immobilier ou tout ça en netlinking. Ouais, c'est impossible. Et on parlait avec monsieur Perronnet, on mettra le lien dans la description, Sylvain, de la sécurisation du SEO, du SEO défensif qu'on aimerait. C'est-à-dire, une fois qu'on est premier, il faut continuer effectivement d'alimenter la page. Attention, ne pas toucher au contenu, parce que si la page est là, c'est-à-dire que le contenu est bon aux yeux de Google, mais revoir, faire pointer plus de liens internes, ajouter du backlinks, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus dur de regagner la confiance de Google une fois qu'on a perdu des positions que d'en gagner en partant d'un nouvel article from scratch. Ouais, totalement. Et c'est vrai que souvent, quand t'es premier, tu dis bon, c'est bon, je vais aller faire autre chose, on va s'occuper d'autres pages ou quelque chose. Mais en fait, il faut continuer parce que ceux qui sont en dessous de toi, ils veulent ta place. Donc, ils vont continuer, ils vont mettre du backlink pour peu qu'ils prennent un SEO, tu vois. Et qu'est-ce qu'on disait, Lucas, dans la saison 1 ? Les positions sont des loyers. Ah oui, c'est des loyers, exactement. C'est des loyers, effectivement, on loue. Ouais, totalement. Et si t'es P1 aujourd'hui sur un gros mot-clé, j'en cite un qui est très volatile, par exemple, formation marketing digital. Je peux passer d'un mois premier avec Live Mentor à la fin du mois être quatrième. Et c'est pour ça que c'est hyper important de repérer ses positions. Et il y a une SERP aussi qui bouge énormément que j'ai remarqué, c'est le mot-clé to-do list. T'as des SERP, en fait, c'est vraiment un ascenseur. Et c'est hyper important d'être toujours à jour sur ce que tes concurrents font pour rester présent et qui sont les nouveaux qui arrivent aussi. Et il y a un autre point aussi, c'est tu commençais presque à le dire sur les backlinks, Léa, c'est aussi qu'il faut un peu faire du suivi. Tu es en train de mettre un budget backlink ou de faire plus de maillage interne, mais aussi un suivi de position sur ta page. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire, Monitorank ou autre, même les Ahrefs, tu as toujours des options. Et puis suis et vois ce qui se passe aussi pour pas être en train de mettre du budget dans le vide. Et c'est vrai que moi, quand même, je vois quand même beaucoup de clients au départ, on sait un peu, on met 500 € de backlink par mois. Sans savoir pourquoi. C'est quelle page que vous poussez. Est-ce que ça marche en fait? Est-ce que ces pages sont en train de monter ou... Bien sûr. Ah ouais, on sait pas trop. Mais attention. Le but du netlinking, c'est pas juste augmenter l'autorité de domaine. Ça va être de pousser certains mots-clés. Tu vois, donc c'est vraiment de définir, d'arriver avec un plan pour pas aussi. Un budget, c'est pas non plus. On n'arrive pas avec un énorme budget, donc faut sélectionner précisément ces pages, tes encres, et faut y aller avec un plan. Effectivement, c'est pas juste tiens, j'aurai un lien, ça va augmenter mon autorité de domaine. Non, c'est pas l'approche qu'il faut avoir. Très cool, deuxième papier, deuxième roulette. Plage ou montagne? Habitant à Marseille. Parce que t'as les deux quand même à Marseille. Ouais, j'ai les deux, mais bon, je suis quand même plus proche de la mer. Après, la montagne, oui, très sympa aussi, mais c'est moins mon élément. Mais la plage, à Marseille, c'est quand même sympa. Les calanques. Cool. Les calanques, même les plages alentours du Var, elles sont super belles. Mais toi, t'étais à Aix avant. Ouais, j'habite. Moi, Aix, il n'y a pas la plage. Non, c'est clair. T'allais à Marseille. D'ailleurs, c'est pour une petite anecdote, l'autoroute est gratuite d'Aix à Marseille. Ok. Mais il y a 6 radars. Pas mal, Il y en a, peut-être pas 6, mais il y en a la masse. Ça dépend dans quel sens tu vois. C'est vrai. C'est clair. Les vrais savent. Donc voilà. Très cool. Dernier papier, peut-être une question SEO, on va voir. C'est vrai.
Alors, quelles sont les étapes clés d'un audit SEO? Quand même, pas simple cette question. Alors, audit SEO, ça dépend de quoi on parle exactement, mais il y a soit l'audit SEO global où on va inclure tout ce qui est analyse sémantique et technique en même temps. Moi, j'ai tendance à les séparer. Et d'ailleurs, c'est peut-être un truc que je vais revoir dans mes process, parce que j'ai l'impression que tout le monde le regroupe en un audit. De mon côté, je commence toujours par l'analyse sémantique, où je vais regarder si le site existe déjà, où il en est au niveau de son positionnement, quels sont ses concurrents, quel type de page se positionne le mieux. Je vais aussi croiser les données avec Google Analytics et Search Console, quel type de page rapporte le plus de chiffre d'affaires, de trafic et tout ça. Et en fonction des objectifs du client, je vais lui définir toute une stratégie en lui disant si c'est ce mot-clé qui t'intéresse ou ce type de mot-clé, il va y avoir des actions, on va dire, un peu macro par type de page, où il va falloir faire un changement de balise title, des choses comme ça, de maillage interne, et des actions un petit peu plus micro selon les cas. Donc ça, c'est pour la partie sémantique. Je fonctionne comme ça, en gros. Hein. Ouais. Après, s'il y a changement d'arborescence, je fais un mind map et tout ça. Évidemment, il faut valider toute cette strate avec le client, parce que même s'il nous a donné ses mots-clés avant et ses concurrents, c'est peut-être pas dans cette direction-là qu'il voulait aller. Et d'ailleurs, je pense que si on demande à 3 SEO de faire un audit sémantique, on n'aura jamais la même chose. Hein. Ça, c'est clair. Et ensuite, pour la partie technique, j'ai besoin de Analytics, Search Console et Screaming Frog. Moi, j'utilise ces outils-là, mais il en existe plein d'autres. Et en général, je commence à regarder. Je trouve que c'est pas mal de commencer par regarder les problèmes d'indexation ou ce qu'il y a dans Search Console, parce que ça donne des pistes. Après, on n'a pas tout. Et ensuite, d'aller creuser tout ça dans Screaming Frog. Donc ça, après, ça donne une analyse globale, mais ça me permet ensuite de référencer tous les problèmes qui concernent toutes les pages du site, et ensuite de découper, ok, qu'est-ce qu'il y a comme problème sur la page d'accueil, sur les pages de catégorie, sur les pages produits, et tout ça. Et évidemment, un petit check, est-ce qu'on a les mêmes contenus, les mêmes éléments avec ou sans JavaScript, en mobile, pas en mobile, WebPerf, enfin le classique. Et bien sûr, à la fin, une liste de toutes les tâches, prioriser, est-ce que ça c'est un facteur bloquant, enfin en essayant de prioriser qu'est-ce qui est le plus impactant en termes de positionnement et qui prend le moins de temps à être mis en place. C'est pas facile à pondérer, mais j'essaye de faire ça, et au moins ça permet les 20-80. Voilà, au client d'avancer. Alors le but c'est pas de lui donner une liste de 100 tickets, mais au moins qu'on se donne un objectif, ce mois-ci on essaye de faire 4-5 tickets. Il y a des choses qui vont m'être attribuées à moi des fois, au client, et puis à l'agence de dev ou le développeur qui s'en occupe. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai point. C'est toujours l'arbitrage, en fait. C'est trouver les bonnes actions à mettre en place en premier pour que ça paye. Et tu le développes aussi avec l'expérience, je pense, un peu. Parce que quand tu démarres, tu te dis, ouais, non, mais il faut faire ça, ça, ça. Mais en fait, parfois, non, en fait, c'est prendre du recul. Et pour ton projet, voilà, ce qui est le plus adapté, ce serait... C'est très important de s'adapter. C'est pas... Y a pas, tu vois, personne n'a le secret pour une requête, tu vois. C'est plus des leviers à actionner pour voir ce qu'il va prendre. Mais on peut pas dire, tiens, pour être premier sur taux immobilier, il faut faire... Non, on sait pas, tu vois. C'est vraiment un travail d'analyse et de compréhension de la concurrence aussi. Et du budget. Dans un moment, sur des mots-clés comme ça aussi. Et le budget. Merci beaucoup. Très cool. On va passer à la crème de la crème. La crème de la crème, exactement. Parfait. Jungle. Parfait. Du coup, la crème de la crème, là, le principe, c'est de te poser des questions sur tes spécialités SEO, notamment le SEO on-page. Mais avant ça, comme tu es consultante SEO aussi, et que tu es la première un petit peu qui vient dans cette saison à être 100% consultante, pas en mode agence, on va te poser une question sur ça, voilà, comment réussir en tant que consultant SEO indépendant. Mais avant ça, c'est l'occasion, du coup, comme on parle un petit peu consultant, de parler du sponsor de cette vidéo, Tom. Super Indep, du coup, qui est un outil à destination des micro-entrepreneurs pour gérer leur comme finance. Nous. Voilà, exactement. 3 consultants SEO pour le ouais, c'est vrai. Je pense que tu es le profil qui se rapproche le plus des clients potentiels, nôtres, parce que oui, effectivement, nous, on n'a pas d'agence, on n'a pas d'outils donc on est plus vraiment sur le côté, effectivement, consultant. On va parler effectivement un petit peu de notre sponsor, Super Indep. Je vous rappelle, le lien est en description. Il y a plein de fonctionnalités super cool, et d'ailleurs même un point que j'ai pas souligné, mais franchement pour tout ce que ça fait,
Moi, on m'avait proposé, des comptables proposaient 150, 200 euros par mois pour gérer mes comptabilités. Là, tu vois, je suis en toute honnêteté, même parce qu'ils ont un système de referral qui est très bien et j'ai parrainé 2 personnes, je paye 10 euros par mois. Ah oui, Ok, c'est vraiment pas cher. Grâce au referral, hein. Sinon, je crois que c'est, je sais plus le prix exact, C'est- mais c'est pas très, Ouais, c'est pas élevé du tout. 19 euros, Pour ce qui est proposé, je peux que vous dire d'y aller. Ouais. Et effectivement, il y a une fonctionnalité qui est super cool qu'ils ont lancée récemment, c'est un peu l'audit financier Ouais. pour faire le point sur ta situation financière, parce que si tu oublies, il y a plein d'entrepreneurs qui Ouais. oublient de déclarer la TVA, ou qui, quand ils passent ça. le stade, bah, Mhm. ils oublient de le faire, ou qui le fameux le prélèvement libératoire, Ouais, d'oublier c'est de le cocher. Il y a plein de choses où un audit. Ouais. Toi, tu l'as testé, il me Et semble. ouais, moi je l'ai testé. Donc en fait, si tu veux, tu te connectes sur leur site, tu vas sur audit financier, c'est entièrement gratuit. Tu te connectes directement à l'URSSAF et ils vont te sortir en quelques minutes un audit financier. Donc moi, ils m'ont dit par exemple, vous allez devoir payer tant et tant de TVA, parce que maintenant je paye la TVA. Est-ce que vous le saviez? Tu vois, il y avait ça, il y avait... Ah, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien. Vous avez eu déjà 2 lettres de reprise et tout. Et, bon, il y avait écrit que ça avait été réglé, mais faites attention. Ouais. Et ça te donne un état financier de ton entreprise en tant que micro-entrepreneur. Tu vois, Et c'est ça, gratuit. Et c'est gratuit, ouais. Ça, c'est la partie gratuite. Donc, on mettra le Ouais. lien de l'audit financier en Ouais. plus du. De toute manière, c'est sur la homepage, vous pouvez pas le rater. Et toi, tu Mais l'utilises du coup, Moi, avec ta moi je TVA. l'utilise mais depuis 1 an et demi maintenant. Je suis très, très pote avec Clément d'ailleurs, un super CEO, ils font du super travail. Et merci de nous sponsoriser parce que c'est grâce à vous que ça nous permet d'avoir déjà des invités de qualité comme Léa et un studio de la sorte pour vous permettre d'avoir des vidéos en plus de l'audio. Donc du coup, Léa, c'est à toi. Quel conseil tu donnerais pour réussir en tant que consultant SEO 2024 ou 2030 hein, si tu veux. Pour se lancer, tu veux dire, ou pour... Bah, pour se lancer déjà, Ouais. comment tu Ouais, fais les premières étapes, c'est pas mal. Ok, alors moi j'ai mis un moment à me lancer. Enfin, je vous ai dit que je me suis lancée en 2020, mais j'avais quand même mon CDI à côté. Mhm. Donc c'est toujours compliqué de se dire je quitte mon CDI et je me mets 100% en freelance parce qu'on ne sait pas du tout quel revenu on va avoir finalement. Donc j'ai mis 2 ans quand même à me décider. Ok. On m'a pas mal poussé à le faire et bah, aucun regret hein, finalement, puisque j'y suis encore. Et d'ailleurs je me verrai plus revenir salarié. Ok. Mais les conseils que je pourrais donner, bah, c'est en fait de ne pas avoir trop peur de toutes ces choses. On dit, mais comment tu vas trouver tes clients et comment tu vas faire pour gérer l'administratif. Bon, alors j'ai pas encore utilisé Super Indep et ça me fait très envie. Mais malgré tout, bon, je pense que ça va. Je maîtrise à peu près tout ce qui est facturation, même si tout ne doit pas être impeccable. Mais Audit voilà. financier, si tu veux. Je vais le faire. Voilà. Mais en tout cas, non, c'est de se faire confiance. Mais c'est pas forcément facile. On a toujours des peurs en se disant aussi, bah, si je me lance en freelance, ça dépend aussi de ton projet de vie. Hein. Si tu veux demain acheter une maison, on va pas se le cacher, ça va être compliqué quand Ouais. tu seras en freelance. Pas le meilleur moment. Fais-le avant. Mais non, bah, si tu veux réussir, bah, en fait, c'est du travail. Hein. C'est pas juste, je vous disais, je me lève à l'heure que je veux, mais attendez, je me lève pas non plus à midi tous les jours. Je bosse, quoi. Peut-être que des fois, je me prends des temps ou je me prends des vacances. Mais en fait, je bosse, j'essaie tout le temps d'être réactive avec mes clients. Je laisse pas voilà, des mails sans réponse. C'est pas du tout la même approche que quand tu bosses en CDI pour une boîte, parce que là, tu bosses vraiment pour toi. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et quand tu dois re-signer un client que tu avais déjà, pareil, je pense que la façon de convaincre quand tu es en agence ou ailleurs, c'est pas du tout la même. Ouais. Donc voilà. Après, moi, ce que j'essaye surtout de développer avec mes clients, c'est le côté gestion relationnelle, parce qu'il y en a beaucoup qui apprécient ce truc-là, plus que finalement que tu sois hyper pointu en SEO, quoi. Ouais. Et du coup, là-dessus, tu as quelle relation avec tes clients? Tu vas leur parler combien de fois par semaine, par exemple? Ça dépend des cas. Et puis, alors, il y a plusieurs canaux. J'ai des clients qui ont besoin d'avoir un point mensuel. D'autres, on va s'appeler un peu toutes les semaines. Et je sens qu'ils en ont besoin. Par exemple, j'en ai où je leur envoie un mail et juste après, ils m'appellent. Bah, tu pouvais lire mon mail, mais il a envie de discuter, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. bon, après, moi, ça me dérange pas. Hein, c'est un truc. Mm. Mais ça dépend vraiment des clients. Mais j'en ai pas à qui je parle tous les jours quand même. J'ai essayé un truc il y a pas longtemps, c'est de me faire un Slack avec un client. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Ouais. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Mais C'est en phase de test, quoi. Voilà. Ah, mais et puis il y a un point qui est intéressant que tu as dit aussi, c'est effectivement la différence hein, quand on se lance en consultant. Et là, on prend l'exemple du SEO, mais peu importe le domaine, c'est que bah,
il faut pas juste être bon en SEO, tu vois. Quand tu arrives dans son compte, il faut être bon, Eh oui. savoir se vendre, savoir gérer sa comptabilité, savoir faire du marketing, se faire connaître, C'est ça. savoir derrière tout, s'organiser. C'est plein de compétences annexes qui font que c'est un tout l'entrepreneuriat, tu vois. Ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, hein, c'est un peu un jeu vidéo. Ouais. T'es là, tu gères tes ressources, t'augmentes, et tu crées les choses de tes 10 doigts surtout. C'est ça. Donc, Mais le réseau, c'est là que je me suis rendu compte, c'est vraiment le truc hyper important, que ce soit pour toi recevoir des leads, ou aussi quand ton client, par exemple, a besoin, je sais pas, de SIA, bah, que tu puisses lui recommander quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé. Parce que sinon, si c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas travaillé et que ça se passe mal, bah, ça te décrédibilise complet. Mais voilà, le réseau dans les deux sens, finalement, que toi tu envoies et que, en plus, finalement, si tu envoies des leads à d'autres personnes, ils vont te les renvoyer. Donc, bon, c'est toujours positif. Ouais, Donc, ça, c'est un truc primordial pour moi. Totalement. Et dans la communication client, je pense que c'est un point aussi qui est important, c'est aussi de montrer ce qu'on fait en fait en tant que consultant. Parce que souvent on a tendance à, tu vois, par exemple, typiquement le suivi de position, tu vas le faire, tu vas le mettre en place, mais derrière, il faut aussi faire le petit mail au client pour dire, voilà, le suivi de position, on est là, donc tout est bon, tout est clair. Alors sans vouloir te montrer absolument quand il n'y a rien, je veux dire, faut pas non plus parler dans le vent, mais c'est important de montrer ce qu'on fait et pas que de rester dans notre coin. Voilà. Et moi, je sais qu'à un moment, tout au début, je faisais de la rédaction web pour mes clients. Et quand l'article était en position 1, était ultra bien positionné, j'en parlais pas alors que je le savais que j'allais pas le dire à mon client. Et c'est super dommage parce que, en fait, tu as fait du bon travail et tu peux en être fier. Il faut en parler à ton client. Mais je suis d'accord. Mais tu vois, je pense que la ligne entre le consultant junior et senior, elle est très fine et tient pour moi en un mot, c'est la proactivité. Ouais. Ta capacité à faire plus que la simple action qui est demandée. C'est ta capacité à aller plus loin que ce que demande. La capacité à faire des recommandations pertinentes. Ta capacité, comme Luca l'a dit, à suivre les résultats, à donner les nouvelles, à rester informé. C'est un bon consultant SEO. C'est presque une personne à part entière d'entreprise. C'est presque si c'était un prestataire, un partenaire. Quoi, tu vois, proprement parler d'entreprise. Et c'est ça qui va faire la différence versus un consultant qu'il faut relancer. Tu vois, c'est vraiment la proactivité, c'est un point qui est très important, que j'ai remarqué, très important dans une carrière de consultant. Et en plus, ça demande plein de choses. La proactivité, ça demande de l'empathie aussi pour comprendre le client, ses besoins. S'impliquer dans son métier, essayer de comprendre ses problématiques, essayer de bien comprendre aussi qui est sa cible, son audience. Il y a vraiment plein de choses. Et essayer aussi, ce que j'essaye de faire aussi récemment, c'est parce qu'il y a un moment où je faisais pas mal de réunions et j'envoyais pas forcément un petit mail après pour dire bon bah voilà ce qu'on s'est dit, parce que c'est pas le client qui va le faire, hein, d'accord. Mais c'est un truc qu'il faut faire parce que si on ne se parle pas après pendant 2 semaines et qu'on s'était dit ah oui il faut qu'on fasse ça, en fait si t'as un mail déjà carré avec des bullet points, c'est nickel. Et j'ai pris un petit outil pour ça en fait qui va écouter toute ta réunion. C'est lequel? Fireflies. Ah ouais, tu vois, c'est tout le meilleur Firefly, celui de c'était Spinach, je crois. Il écoute toute ta conversation, il te fait un transcript et après il résume les points clés de ta réunion avec de l'IA quoi. Ça te permet de l'envoyer et tu gagnes du temps. Franchement oui, je gagne du temps. Alors après il y a des trucs à reprendre, des fois il comprend pas qui parle, et puis des fois il y a des petits trucs inutiles. Mais honnêtement, si, il y a déjà, ok, donc les actions sont telles. Surtout dans les réunions où il y a beaucoup d'interlocuteurs. Ouais, ok. Où là, finalement, c'est chiant, en fait, parce que tu vas vouloir noter des choses, mais du coup, tu vas pas écouter. Alors que là, en fait, tu restes attentif à ta réunion et je trouve ça bien. Ça, je pense que c'est quand même un gros point qui peut améliorer la productivité, ce genre de truc, d'avoir juste un outil qui va te résumer la réunion et tu peux l'envoyer. C'est clair. Et toi, on sait du coup que, bon, tu as un peu parlé tout à l'heure, tu es surtout spécialisé sur le pilier contenu du SEO, plus que sur la technique et la popularité. Aujourd'hui, quels sont, toi, si tu devais prendre je sais pas, un exemple d'un client, par exemple, quelles sont les recommandations sémantiques qui sont importantes à ton sens? Alors, je suis plus spécialisée on-site, on va dire, technique contenu. Ce que j'ai tendance à dire, en fait, des fois, on vient me voir, je voudrais juste un audit technique. Et j'aime pas trop faire ça parce que je trouve que dans certaines recos techniques, il va y avoir des choses qui sont liées à la sémantique et donc à la stratégie. Donc, si par exemple, je vois qu'il y a des balises qui sont pas optimisées, je vais pouvoir lui dire là, je pense que tu as voulu cibler ce mot-clé, mais je suis pas sûr parce qu'on l'a pas vérifié avec une vraie étude avant. Oui, c'est lié. Voilà.
Du coup, attends, redis-moi ta question. C'était, Pardon. quelles sont, t'inquiète, les recommandations un peu d'analyse sémantique que pour la reformuler Ouais. un peu, que tu juges importantes, du moins. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi Euh, sur le fait qu'effectivement, des fois, un audit technique sans rien derrière, sans contexte, bah, c'est compliqué. Effectivement, il Bah, faut c'est ça. comprendre, même au niveau Ouais. d'un audit sur la popularité, tu vois, de Mm. comprendre déjà si t'as une page, je sais pas, est-ce que Ouais. tu travailles aussi ton netlinking, quel mot-clé tu veux poser, pourquoi celle-ci, t'as Mhm. décidé de la désindexer, tu vois, c'est important de comprendre le contexte avant de balancer un audit et de lister des erreurs techniques, c'est pas pour Bah, c'est commencer. ça. Mm. Pour moi, ce qui va beaucoup compter, c'est quand même l'arborescence, enfin, comment le site se décompose finalement. Et il y a certains clients qui vont avoir tendance à mettre des trucs en avant qui... Alors déjà, je suis même pas sûr que leur audience le comprenne. Mm. Pour le SEO, ça fait pas du tout sens. Il y a un petit moment, j'avais travaillé pour une photographe et elle avait mis, je crois, dans son menu lifestyle ou un truc comme ça. Hmm. Alors, Ouais. je lui ai dit, mais toi, tu fais des photos bébé, enfant, grossesse, tout ça. Et en fait, ça apparaissait pas tout simplement dans son Mm. menu. Donc ça, déjà. Ouais, super. Après, bien sûr, avant de faire ça, on a fait quand même une petite étude de mots-clés. Mais de mettre en place des choses qui font sens avec ces métiers, finalement. Hmm. Si tu arrives à lister un peu ces verticales, et ok, mais dans la photographie bébé, tu fais quoi? Tu fais des photographies bébé en studio, tu les fais avec autre chose. Enfin, Mm. pareil pour photographie de couple. Enfin, en fait, Mm. tu peux tout décliner et faire un genre de cocon sémantique, finalement. Mm. Après, pour tout ça, on raisonne. Enfin, j'ai tendance à pas toujours raisonner en termes de volume de recherche. Ça compte, hein, bien sûr, mais regardez si le site déjà est légitime. Parce que, ok, il y a peut-être un volume de recherche intéressant, mais est-ce qu'il a la possibilité d'être premier et surtout d'y rester? C'est pas toujours le cas. Et surtout, est-ce que ça répond bien à ce que le client va proposer, le Mhm. service ou le produit? Parce que des fois, il va vouloir viser quelque chose. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça, finalement. Et du coup, ça va toujours être compliqué et ça va être bancal comme Ouais. stratégie. Mm. Voilà. Et du coup, tu parlais d'arborescence, tu utilises un outil un peu pour visualiser ça? Oui, j'utilise Google. Ok. Ouais, je connais. Voilà. J'aime bien, moi, celui-là. Ouais. Plutôt simple à comprendre. Mm. Il peut servir pour des arborescences. Je m'en sers aussi pour... Enfin, c'est plus ou moins lié aux arborescences. Par exemple, un client qui va vouloir ouvrir ses facettes Mm. sur un e-commerce pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Je trouve qu'il est plutôt intuitif. Donc, je l'aime bien, moi, celui-là. Google. Ok. Ouais, très cool, on Ouais. mettra le lien en Ouais. description. Presque Google, mais Ouais. avec un K. Et d'ailleurs, sur les facettes, on a fait un épisode avec Mathieu Chapon qui a dû sortir normalement juste avant. Et où vraiment il a détaillé un peu les stratégies de facettes qu'on Mhm. peut utiliser pour un Ouais. e-commerce. Donc, si ceux qui veulent compléter un peu ce qu'a dit Léa, ça peut être, Mm. peut être l'occasion. Et super, et du coup, tu as dit que tu as un peu deux expertises, SEO, on va dire on-site, contenu, et la deuxième, c'est un peu la partie technique. Mhm. Qu'est-ce que tu recommandes justement à tes clients en général en termes de recommandations techniques? Peut-être tu peux prendre un site e-commerce et après peut-être prendre un autre exemple pour donner un peu deux, trois indications. Oui, alors je vais pas toujours... En fait, je le fais toujours un peu différemment, mais je fonctionne toujours de la façon où je regarde. Je vais commencer à lister des problèmes et après je vais les ranger par. Enfin, je vais identifier les templates de pages qui sont sur le site Mhm. et ensuite je vais lister des problèmes et en fonction de ça, je vais me rendre compte qu'il y a des problèmes qui sont à la fois sur les pages produits, catégories, donc du coup c'est un problème global. Après, ce que je regarde en premier, je pense que je fais un peu différemment à chaque fois. Et je fais un peu différemment surtout en fonction du contexte, du marché. Parce que, par exemple, sur un site de finance, il y a des choses qui vont être importantes. Par exemple, sur le site de photographe, il va y avoir un petit focus quand même sur les images ou des choses comme ça. Alors que sur le site de finance, finalement, pas trop. Mais je vais m'attacher à d'autres choses. Je vais faire peut-être un petit peu plus de choses sur le AT. Donc, ça, t'es voilà. hit, du coup, hein, Ouais. voilà, expertise, authority, trustworthiness. Merci de l'avoir dit. Ouais, J'avais pas envie de le exactement, dire. ouais. C'est un peu les critères que Google va utiliser pour juger à quel point un site est fiable, Ouais. en quelque sorte. Ouais. Donc ouais, à chaque fois de raisonner par template de page et de se dérouler finalement. J'ai pas forcément de checklist. Je vais regarder certains audits que j'ai fait il y a... Et souvent, en plus, j'aime pas faire ça parce que je regarde des audits que j'ai fait il y a 1 an et je me dis, je fais plus du tout comme ça. Ouais. Mais tant mieux, hein, ça veut Ouais. dire que j'évolue, mais à chaque fois, je fais des approches un peu différentes. Mais ça reste toujours la structure par template de page. Et si je vois des choses en particulier, je vais creuser un point un petit peu plus.
Et des fois, vous avez sûrement dû le voir, mais il y a des problèmes qui sont liés entre eux. Si on résout ce ticket, en fait, ça en résout 2 ou 3 en même temps. Ça dépend des CMS après. Ouais. C'est vrai. Voilà. Totalement. Ouais, c'est clair. Et bah, très cool. Est-ce que tu as encore des petites questions, toi, Tom? Là, qui me viennent en tête, non, mais puisqu'on parle d'audit sémantique, est-ce qu'il serait pas le temps d'auditer un site? Exactement. Je crois que c'est l'heure de passer sur le grill pour notre chère amie Léa, qui va auditer le site de Bévoic. Bévoic. Vous allez retrouver ça juste après, bien évidemment, c'est pas dans la même vidéo, c'est une vidéo qui est dédiée à ça. On va nous-mêmes laisser la main et la place. Exactement. On te laisse le studio où tu vas faire passer ce site sur le grill. Et nous, on conclut cette saison 2 de Donc, cette Position magnifique Zéro. saison 2. C'était très Position cool. Zéro, c'était une belle expérience. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à la saison 1? Écoute, moi j'étais très content, invité très différent. On a beaucoup plus parlé d'entrepreneuriat. Saison 1, c'est vrai que c'était des head of SEO de grandes sociétés françaises, donc on parlait peut-être un peu plus d'astuces SEO et autres, où là où on a un petit peu élargi sur différents sujets, donc C'est vrai. c'est très cool. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, peu importe laquelle, de personnes que vous aimeriez voir sur ce podcast, de format, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Hein. Nous, je sais qu'il y a déjà des premières prémices d'idées qui arrivent, peut-être partir à l'encontre aussi des créateurs de contenu français qui aussi utilisent forcément le SEO, mais d'aller vraiment plus loin, de s'intéresser à d'autres profils d'entrepreneurs et d'étendre un peu, de voir tout ce qui gravite aussi autour du SEO. En tout cas, on est content que vous nous suiviez encore sur cette saison 2. Et merci à vous, les amis. Merci à tous, merci Léa, Merci beaucoup. Merci. merci Tom. Ciao, Ciao. ciao.